Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans la troisième partie du cours de l'hydrocéphalie. Cette fois-là, on va voir du diagnostic et du traitement. Les liens sont toujours disponibles dans la description comme d'habitude. Je vous invite à abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous demande le maximum de partage, le maximum de j'aime et on commence. Donc là, on est devant le diagnostic. Ça, c'est facile. Le diagnostic positif d'une hydrocéphalie, il est essentiellement mis en évidence comme ou bien par la dilatation ventriculaire latérale et du troisième ventricule. Parce qu'il y a souvent une hydrocéphalie triventriculaire s'il y a une sténose de l'aqueduc du sylvius. Si on voit un quatrième ventricule, le V4, qui est lui-même dilaté, là c'est une hydrocéphalie tétraventriculaire, comme on avait déjà parlé dans la fois passée dans les hydrocéphalies non communicantes, c'était la triventriculaire, l'hydrocéphalie triventriculaire. Si on a les quatre ventricules qui sont tous dilatés, là on est devant une hydrocéphalie qui est tétra veut dire 4, tétraventriculaire, et on peut percevoir ça dans l'échographie. Et pour quantifier et surveiller cette hydrocéphalie, on peut aider à l'index bifrontal. C'est de la mesure comme on a vu précédemment. On va mesurer le diamètre, ou bien l'index bifrontal, qui est un quotient entre la largeur du corne frontal et la distance entre les deux tables internes. Donc ça, c'est la métrie. Comme on avait dit, c'est l'IRM qui nous permet de calculer cette biométrie et nous permet de donner le diagnostic de hydrocéphalie. Donc, cet indice est reproductible et facile à mesurer. Donc, la référence normale est inférieure ou égale à 0,30. Donc, si l'index bifrontal, ça vous devez noter, si l'index bifrontal est supérieur à 0,55, là, on peut discuter une hydrocéphalie et l'indication clinique d'une dérivation interne. Donc, c'est facile pour quantifier. Il faut juste calculer cet index bifrontal et on peut quantifier quel degré d'hydrocéphalie s'agit-il. Maintenant, la visibilité des cornes temporales et occipitales des ventricules latéraux, qui sont des cavités presque virtuelles chez le sujet jeune. Donc, si on voit ces cornes temporales pendant la cavité, et c'est également un bon témoin d'une dilatation ventriculaire. Donc, c'est le calcul de l'index bifrontal et la visibilité des cornes temporales et occipitales à travers des ventricules qui sont dilatés. Normalement, on ne voit pas ces cornes. Lorsque le ventricule est dilaté, ça va nous donner de l'espace pour voir ces cornes-là. Ça, c'est un troisième critère pour faire le diagnostic. Tout ça, c'est clinique. Quatrièmement, on peut rechercher une dilatation ou bien une ballonisation du troisième ventricule et les parois qui vont devenir convexes. En particulier, on peut noter une dilatation du récissus antérieur du ventricule 3 sur les séquences T2. Ça, c'est de l'IRM qui est sagittal. Donc, le diagnostic devant une imagerie et des examens paracliniques suffisants, c'est facile à poser. On va voir de la dilatation des ventricules. Maintenant, cette dilatation des cavités ventriculaires est classiquement associée à un aspect de résorption transépendymère du LCR. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va paraître sur une hypodensité périventriculaire. Donc, la résorption, elle va se faire transépendymère. C'est de l'hyposignal, ou bien c'est une hypodensité. Là, on est dans le scanner. Donc, on va voir un aspect noirâtre qui témoigne du SCR. Notez bien que le SCR apparaît noir dans le TDM. Et donc, on regarde de la partie antérieure des cornes frontales. Ce qui témoigne, ça vous devez retenir, c'est la résorption transépendymère du SCR. Puisque les ventricules ou bien le plexus veineux ne peut pas résorber la totalité du SCR, ça va se faire une résorption qui est très transépendymère. C'est une hypodensité périventriculaire, un aspect noirâtre périventriculaire qui va apparaître dans le TDM.
Ça, c'était l'aspect ou bien les critères pendant un diagnostic positif d'une hydrocéphalie et c'est facile. Maintenant, il existe un seul diagnostic différentiel, c'est l'atrophie cérébrale qui est un phénomène physiologique. Avec l'âge, nous savons tous qu'il s'agit d'une involution du gyrus cérébral. Ça va laisser une atrophie du cortex cérébral. Ça va permettre, ça c'est une perte d'une substance cérébrale. Il va aboutir une dilatation qui est passive. Là, c'est passif, c'est pas actif, c'est pas, c'est pas d'une sécrétion qui est en excès. C'est pas un trouble de résorption, c'est le cortex frontal, plutôt le cortex cérébral, qui a cédé la place au ventricule et se va dilater de façon passive. On note ce phénomène-là physiologiquement chez les personnes âgées. La présence d'un élargissement des sillons corticaux, de la convexité, l'aide en faveur d'une atrophie et non pas d'une hydrocéphalie. Donc c'est le cortex cérébral qui a cédé le passage, bien cédé de l'espace pour le SCR, c'est pas une hydrocéphalie. Mais l'association de deux pathologies est fréquente chez le sujet âgé. On peut avoir d'une atrophie avec une hydrocéphalie, donc c'est un diagnostic différentiel. Vous devez faire attention devant les signes cliniques, devant une hydrocéphalie. Parfois, un sujet âgé a une dilatation passive qui est physiologique due à l'atrophie cérébrale, mais il a aussi une dilatation qui peuvent être inaperçues ou bien associées à cette atrophie. Donc, on peut avoir les deux pathologies, c'est chez un sujet âgé plutôt, vous devez noter ça. À l'opposé, une mauvaise visibilité des sillons corticaux au niveau de la convexité et en faveur du diagnostic d'hydrocéphalie. Donc, ce sillon cortical, ou bien ces sillons corticaux, si on les voit bien, ou bien élargis, ça c'est de l'atrophie. Si ils sont mal visualisés, le diagnostic va balancer vers l'hydrocéphalie plus qu'une atrophie cérébrale. Ça, c'était le diagnostic. Avec le diagnostic différentiel, notez bien, c'est l'atrophie cérébrale. Chez le sujet vieux, chez le sujet âgé, vous devez mettre en tête la probabilité d'avoir une atrophie cérébrale. C'est les sillons qui vont vous permettre de distinguer les deux pathologies. J'espère que le diagnostic maintenant est clair. Maintenant, on va voir les étiologies. Quelles sont les étiologies de l'hydrocéphalie? Donc, on a de l'hydrocéphalie chez l'enfant et de l'hydrocéphalie chez l'adulte. Donc, chacun a ses propres étiologies concernant l'âge. Donc, il existe une différence dans l'étiologie entre l'enfant et l'adulte selon l'état ou bien l'âge du patient. Donc, chez l'enfant, aucune étiologie n'est retrouvée à l'affection est dite et l'affection elle est dite idiopathique. Donc il n'y a pas une cause précise qui va donner de l'hydrocéphalie. Donc chez l'enfant on parle de l'hydrocéphalie qui est idiopathique. Donc premièrement on a des malformations qui vont causer cette hydrocéphalie. Parmi les malformations, la première c'est la sténose de l'aqueduc du sulcus, bien sûr. Ça, si vous vous souvenez du rappel anatomique, l'aqueduc du sulcus fait communiquer le troisième ventricule avec le V4. Donc, une sténose de l'aqueduc du sulcus va nous donner une hydrocéphalie qui est triventriculaire. La malformation de Dandy-Walker, malformation de Chiari type 2, tout ça, on va les détailler dans les cours des malformations de la charnière occipitale. Toutes ces malformations-là vont donner de l'hydrocéphalie. Premièrement, la gynésie ou bien l'obstruction du foramen interventriculaire. Les foramens qui se situent entre les foramens latéraux et le V3. Parfois, il existe une agénésie. Agénésie veut dire qu'ils ne sont pas construits ou bien ils ne sont pas générés plutôt. Ou bien obstrués, ça va causer des hypertension, plutôt d'une hydrocéphalie. Donc, chez l'enfant, l'idiopathie,
ce sont des malformations mal connues. On ne sait pas leur origine. C'est la sténose de l'aqueduc de Sylvius, la malformation de Dandy Walker, malformation de Chiari. Tout ça, on va détailler dans le cours de malformation de la charnière occipitale. On a aussi la génésie des foramen ventriculaires. Donc, toute malformation de la charnière ou bien des ventricules, ça va aboutir à une hydrocéphalie. Donc, le premier terrain ou bien première étiologie chez l'enfant, c'est les malformations. Deuxièmement, c'est les tumeurs cérébrales. Donc, ce que vous devez noter que chez l'enfant, plutôt chez les tumeurs cérébrales ont un terrain favorisé chez l'enfant plus que l'adulte. Ça, c'est l'inverse. Dans les autres tumeurs, l'âge favorise la prolifération maligne. Mais les tumeurs cérébrales, comme on va voir dans le cours des tumeurs cérébrales, elles sont le terrain favorisé des tumeurs cérébrales, c'est les enfants. Donc, je vous invite à abonner pour recevoir ces deux cours-là. Le cours des malformations de la charnière occipito-vertébrale et le cours du tumeur cérébrale qui seront publiés prochainement, Inch'Allah. Donc, parfois, c'est de l'hémorragie intracrânienne, c'est du processus, ou bien c'est l'augmentation du volume sanguin, les infections, parfois d'autres étiologies, on a l'anévrisme de l'ampoule de Galien, certains cas d'achondroplasie, ou bien la craniosténose qui sera notre cours. Le prochain cours sera sur la craniosténose. Donc, la craniosténose, c'est une malformation due à la sténose précoce des sutures ou bien des scissures. Ça, on va détailler prochainement dans le cours de craniosténose. Et la liste s'élonge. C'est l'hydrocéphalie d'origine veineuse, les tumeurs comprimants, l'hydrocéphalie par hypervitaminose. On a du papillome, du plexus choroïde. C'est une hyperplasie ou bien une dysplasie du plexus choroïde. Ça va sécréter le LCS de façon augmentée et ça va donner une hypersécrétion qui va aboutir de l'hydrocéphalie. Donc, si on résume les étiologies chez l'enfant, c'est la malformation, c'est les tumeurs cérébrales, les hémorragies intracrâniennes, les infections et peuvent être du craniosténose ou bien du papillome, qui est la dysplasie du plexus choroïde comme on va voir dans les TDM. Donc, là, vous voyez, ça c'est du papillome. Regardez là, c'est une structure qui est dense, donc elle n'est pas hypodense comme plutôt ça, c'est de l'hypersignal. Là, on est dans l'IRM. Vous voyez là, il existe un hypersignal. Donc, c'est un tissu qui est plus dense que le SCR, situé au niveau du plexus choroïde. C'est quoi ça? C'est le papillome. C'est une néoplasie au niveau du plexus choroïde. Ça va aboutir à l'hypersécrétion du SCR et ça va donner la dilatation du citerne. Vous voyez là, c'est B et C. Les citernes sont énormément dilatés. Vous voyez que le ventricule a une taille très augmentée à cause de cette formation-là sur du papillome. Ça, c'est une cause très fréquente de l'hydrocéphalie chez l'enfant. Donc, c'était le terrain malformatif, les malformations, les tumeurs et les infections, surtout parasitaires. Un exemple de la toxoplasmose, on a vu ça dans l'infectiologie. Je vous invite à consulter ce cours. Ça, c'était brièvement les causes de l'hydrocéphalie chez l'enfant. Deuxièmement, chez l'adulte. Donc, ça, c'est de l'inverse. La sténose, elle est non tumorale. Pourquoi on avait dit que les tumeurs cérébrales sont favorisées chez les enfants plus que les adultes. On voit rarement de tumeurs cérébrales. Le terrain favorisé chez les enfants et on va détailler les tumeurs cérébrales prochainement, Inch'Allah. Donc, une sténose qui est non tumorale de l'aqueduc de Sylvius, c'est la cause la plus fréquente. Les hémorragies méningées, les traumatismes crâniens, ça nous fait appel au cours de traumatisme crânien. Je vous invite à le consulter. Il est dans la playlist. On avait vu les hématomes extradurales, les hématomes intradurales et les hématomes intraparenchymateuses. On avait dit qu'ils causent l'augmentation du volume total intracrânien et bien sûr ça peut provoquer de l'hydrocéphalie.
les méningites, les tumeurs du système nerveux cérébral, mais de moins fréquence. On avait dit qu'ils sont fréquents chez les enfants. Ou bien l'hydrocéphalie chronique. Ça nous fait appel aux parties 2 de ce cours. On a parlé de l'hydrocéphalie à pression normale ou bien de l'hydrocéphalie chronique de l'adulte. Donc, ça, c'est les causes les plus fréquentes de l'hydrocéphalie chez l'adulte. Donc, vous voyez que les causes tumorales et malformatives sont les causes plus étiologiques de l'hydrocéphalie de l'enfant et les causes traumatiques, hémorragiques ou bien non tumorales, mécaniques sont les causes les plus fréquentes chez le sujet adulte. Maintenant, on arrive à la dernière partie, le traitement de l'hydrocéphalie. Comment on va traiter l'hydrocéphalie? Quelle est la conduite à tenir devant une hydrocéphalie? Quels sont les signes d'urgence? Quels sont les traitements ou bien les modalités de traitement qu'on peut faire? Premièrement, l'objectif du traitement sera de restaurer la circulation de LCR. En cas de sténose, bien sûr, c'est les dérivations. On va dériver ce LCR dans d'autres cavités, comme on va voir dans les dérivations péritonéales. Donc, dans ce premier plan, on va dériver le LCR. Ça doit circuler dans un milieu extracérébral ou bien extracrânien. Sinon, il va causer des dégâts, des complications, de la compression du structure et des engagements cérébraux. Deuxièmement, on va traiter la cause. Si la cause est l'hémorragie, on va traiter l'hémorragie. Si c'est une infection, on va traiter cette infection ou bien ce parasitose. Si c'est un traumatisme, on va extraire l'hématome extradural comme on avait dit dans le cours des traumatismes crâniens. Je vous invite à le consulter. Donc c'est un traitement étiologique plus la dérivation de LCR comme on va voir dans les méthodes chirurgicales. Donc en première intention et chaque fois que cela est possible, on doit s'attacher à traiter la cause de l'hydrocéphalie. Donc, s'il y a par exemple une tumeur du plexus choroïde, on doit l'exérer. Donc, c'est l'exérèse de cet aspect-là. Si on a l'aspect d'une tumeur du plexus choroïde, ça va sécréter de façon continue du LCR. Donc, un traitement étiologique est nécessaire pour traiter définitivement l'hydrocéphalie. Donc, cette tumeur-là est à réséquer. Donc, c'est l'exérèse du tumeur de la plexus choroïde. En cas d'obstacle de type tumoral, le traitement symptomatique préalable est la levée d'obstacles et à discuter pour chaque cas. Pourquoi? Parce qu'il existe des cas, des urgences en cas d'hypertension intracrânienne, mais on ne peut pas dans tous les cas aborder le traitement chirurgical. Parfois, les tumeurs sont dans des structures vitales. C'est le cas d'une tumeur du tronc cérébral. Et on va voir ou bien détailler tout ça dans le cours des tumeurs cérébrales. Donc, ce que vous devez garder en tête dans le traitement, c'est qu'il faut traiter ou bien restaurer la circulation normale, faire des dérivations, faire céder le passage à cet excès de LCR, de passer dans d'autres cavités ou bien à l'extérieur, ce sont les dérivations externes, ou bien, et bien sûr, traiter la cause. S'il y a d'une tumeur du plexus choroïde qui est une cause très fréquente, on doit l'aborder chirurgicalement. Et notez bien, parmi les traitements chirurgicaux, c'est la ventriculocysternostomie. Donc, ventriculocysternostomie, on va créer un passage entre les ventricules et la citerne de base en cas de sténose de l'aqueduc du sulcus et ça va libérer les voies de circulation du LCR. Dans tous les cas, c'est le traitement de choix. Il est préféré chez l'adulte et chez l'enfant. Pourquoi? On ne va pas mettre du matériel étranger. Dans les dérivations ventriculo-péritonéales, on va mettre du matériel étranger comme on va voir. Mais dans la VCS, dans la ventriculocysternostomie, on va rien introduire. On va juste créer une communication entre le troisième ventricule et la citerne de base. On va voir prochainement. Donc, les méthodes, on a les traitements médicamenteux et la ponction lombaire. Donc, la ponction lombaire, elle est proposée dans des cas
Et on a le traitement qui est chirurgical, c'est de la neurochirurgie. Donc, c'est la ponction ventriculaire, le drainage externe, la dérivation interne et bien sûr le traitement de choix, c'est la ventriculocysternostomie ou bien la VCS, qu'elle est indiquée toutefois si elle est possible. Elle préserve, ou bien elle élimine le risque d'introduire de matériel étranger. C'est un geste qui est le moins invasif possible. Et on va détailler ces traitements chirurgicaux maintenant. Donc, premièrement, le traitement médicamenteux, il repose essentiellement sur l'acétazolamide. Qu'est-ce qu'il va faire ce médicament-là? Il va agir par la diminution de la production du SCR. Il s'agit en général que d'un traitement d'appoint. Donc l'efficacité, elle est modeste et inconstante. Il sert à être un traitement symptomatique, mais non pas un traitement étiologique. Ça, c'est le premier traitement, c'est l'acétazolamide. Deuxièmement, la ponction lombaire, en particulier dans les hydrocéphalies chroniques de l'adulte, surtout à titre d'aide au diagnostic. Ils sont efficaces. Son efficacité, elle est prolongée et semble liée à une fuite occulte du SCS à travers de la brèche durale qui est réalisée par la ponction. Ça va diminuer la symptomatologie. Ça va relâcher ou bien ça va céder le passage de cet excès de SCR, de ce fuité par la brèche durale réalisée dans la ponction. Et en plus, elle est réalisée en décubitus latéral et elle permet aussi la mesure de la pression du liquide cérébrospinal et aussi de la pression intracrânienne. Donc, c'est un examen complémentaire, plus peut être considéré comme traitement pour soulager l'hydrocéphalie et diminuer le taux de SCR pendant la ponction lombaire. Parfois, elle est indiquée chez l'adulte dans les hydrocéphalies, je répète, qui sont chroniques. Ça, c'est deuxièmement de la ponction lombaire. Dernièrement, le traitement chirurgical. Donc, et le traitement de l'urgence, il est réalisé dans le cadre d'urgence, surtout dans les états de hypertension intracrânienne grave. On avait déjà détaillé l'hypertension intracrânienne. Je vous invite à consulter toute la playlist dans la neurologie. Il existe un enchaînement dans les cours chirurgicaux. Donc, vous devez aborder cet enchaînement. Je vous invite à consulter les playlists de neurologie où les cours sont organisés par enchaînement. Donc, on va faire de la ponction. Donc, on va utiliser de l'aiguille là et on va faire de la ponction pour évacuer du SCR. Donc, la ponction de la corne frontale et du ventricule latéraux. Donc, ce sont les ventricules latéraux là. On va avoir de l'abord chirurgical. On va avoir de la ponction de la corne frontale pour à l'aide d'un trocar de Cushing. Ça, c'est le trocar de Cushing. Il sert à faire d'une ponction ventriculaire. On va ponctionner directement du ventricule. Pourquoi? Pour libérer ou bien céder le passage pour l'écoulement du SCR en extracrânien. Donc ça, c'était la première méthode de traitement, ou bien la première modalité de traitement, c'est la ponction ventriculaire directement. En cas d'urgence, on ne risque pas de laisser de liquide du SCS accumulé là à haute pression. Il a le risque de donner d'une HIC, d'une hypertension intracrânienne. La ponction évacuatrice, elle est le geste chirurgical à faire en urgence. Donc, la ponction ventriculaire, c'est le traitement d'urgence à l'aide du trocar de Cushing indiqué là. La ponction se fait généralement dans les ventricules latéraux parce que l'abord chirurgical est facile et ça va laisser le passage ou bien ça va permettre d'écouler le SCR en extracrânien et de diminuer de l'hypertension intracrânienne. Ça, c'était premièrement la ponction ventriculaire. J'espère que c'est clair maintenant. Maintenant, on a des dérivations. On peut dériver du liquide cérébrospinal. Donc, de façon continue, ce SCR, on va le dériver dans d'autres
structures ou bien dans d'autres cavités. On a premièrement de la dérivation ventriculaire qui est externe. Ça, c'est la dérivation ventriculaire externe. On va dériver ce SCS-là, comme leur nom indique, à l'extérieur, dans ces dispositifs-là. Donc, le processus-là, c'est la dérivation externe du LCS. Donc, la dérivation ventriculaire externe, c'est un traitement d'urgence aussi d'une hydrocéphalie qui est aiguë. Elle ne doit être laissée en place que pendant une courte période en raison du risque septique. Donc, c'est un traitement d'urgence, mais malheureusement, on ne peut pas laisser la brèche cérébrale là. C'est le risque de surinfection. Et ça va donner des méningites, des méningo-encéphalites qui ont des conséquences qui sont plus graves que celles-là. Et on va détailler ces conséquences dans le cours de l'infection cérébrale, ou bien les infections des méninges et du cortex cérébral. Donc, elle nous permet aussi de mesurer de façon continue de la pression intracrânienne. Elle est utile en cas de suivi de l'état de patient. Et elle peut mettre en place chez l'enfant comme chez l'adulte. Le geste doit être effectué au bloc opératoire et doit respecter, je répète, les mesures d'asepsie qui sont strictes. Donc le risque de surinfection là, il est très élevé. On doit mettre de l'asepsie totale. Donc un trou de trépan est généralement réalisé dans la région frontale et précornale du côté de l'hémisphère non dominant dans un axe médio-pupillaire et le cathéter ventriculaire est introduit dans une corne frontale de ce ventricule. Ce cathéter va être fixé au niveau cutané et il est relié à une poche de recueil réglable en hauteur sur une échelle graduée comme on avait vu dans ce dispositif-là. On va ponctionner le patient, mettre du cathéter, coller ce cathéter ou bien fixer au niveau cutané et mettre l'écoulement dans ce dispositif-là qui est réglé sur une règle pour suivre l'évolution ou bien le niveau du liquide qui est en train d'accumuler. Donc, ça, c'est un examen, ou bien c'est un geste évacuatrice plus un examen de surveillance de la pression intracrânienne. Donc, ça, c'était le deuxième geste chirurgical. C'est la dérivation externe, comme illustré dans les photos-là. C'est un traitement d'urgence aussi, mais gardez-vous en tête le risque d'asepsie, vous devez le mettre en considération. Maintenant, la dérivation interne. Dans ces dérivations internes, comme leur nom indique, on va dériver ou bien dévier le SCR. Cette fois-là, c'est pas à l'extérieur du corps, mais à l'intérieur du corps, soit péritonéal ou bien dans la cavité atriale, qui va permettre de dériver le SCS du réservoir intracrânien vers soit du liquide péritonéal, soit de la surface atriale là où ce SCR va être dispersé dans tout le corps et va évacuer afin d'éviter le trouble ou bien l'accumulation de ce dernier dans les ventricules et ça va traiter l'hydrocéphalie et éviter les complications de hypertension intracrânienne. Donc les dérivations internes restent le traitement de référence en cas d'hydrocéphalie qui est chronique. Donc, soit c'est une dérivation qui est ventriculo-atriale, donc du ventricule là vers la cavité atriale ou bien l'atrium où le SCR va être dispatché ou bien dispersé à travers la circulation sanguine, ou bien directement d'une dérivation ventriculo-péritonéale, le liquide va se passer du ventricule à travers la dérivation péritonéale ou bien la cavité péritonéale et va être éliminé par la circulation lymphatique. Donc c'est un principe mécanique, on va évacuer du SCS à partir du ventricule, soit au niveau atrial, soit au niveau péritonéal. C'est facile. Leur principe est d'établir une communication entre les ventricules et les cavités et apte à la résorption
du SCS. Donc, soit péritoine, dérivation ventriculaire ou lombo-péritoniale, ou bien dans l'oreillette, c'est la dérivation ventriculo-atriale. Plusieurs valves sont à disposition des chirurgiens. Elles diffèrent par leurs caractéristiques qui est hydrodynamique. Donc, soit on a des valves à réglation de pression et des valves réglables, ou bien valves à réglation de débit. Donc, à l'opposé des valves à réglation de débit, elle sert à maintenir un débit constant de divers niveaux de pression. Donc, vous voyez là, c'est des valves. Donc, soit sont des valves à régulation à pression ou bien des valves de régulation à débit. Et là, c'est une illustration qui montre le geste chirurgical. Là, c'est le lieu de ponction. On va ponctionner. On va mettre de la dérivation, mettre de la valve et mettre de la dérivation qui est soit péritonéale là, ou bien qui est atriale. Vous voyez là, ça c'est de la valve, ça c'est le lieu où on va mettre la ponction et là c'est où on va mettre la deuxième ou bien le deuxième côté de cette dérivation là, soit péritonéalement et ou bien soit au niveau atrial. Il reste le traitement de choix du hydrocéphalie dite chronique, soit chez l'adulte, soit chez l'enfant. J'espère que le geste chirurgical est facile. C'est une simple dérivation, mais qui est vitale et nous permet de sauver le patient de cette hydrocéphalie. Maintenant, notre dernier truc, c'est la ventriculocysternostomie. C'est la VCS qu'on a déjà parlé au premier début de cette partie. Elle est la technique de référence pour le traitement des hydrocéphalies qui sont non communicantes. On ne peut pas toujours faire de la cysternostomie. Donc, si on a une hydrocéphalie qui est triventriculaire veut dire que l'aqueduc de Sylvius qui est sténosé. Donc, on va faire quoi? On va creuser un espace entre le troisième ventricule et la citerne de base et ça va permettre de s'écouler le SCR. Au lieu de passer du quatrième ventricule qui est là et qui est sténosé, le SCS va déplacer du troisième ventricule vers la citerne de base et va disséminer ensuite. Donc, c'est le traitement du choix de l'hydrocéphalie tétra ou bien triventriculaire dans la sténose de l'aqueduc de Sylvius. On va créer un contournement de l'obstacle. Cette technique chirurgicale, elle se fait sous endoscopie. On va mettre une communication entre le troisième ventricule avec les espaces sous-arachnoïdiens. On appelle cette ouverture la stomie. Elle est réalisée sur le plancher du troisième ventricule. Il va communiquer l'espace ventriculaire avec les citernes de base du crâne. Ça, c'est simple. On a une sténose là au niveau de l'aqueduc du Sylvius. On va créer une communication là pour tourner le passage du SCS au lieu du quatrième ventricule à la citerne de base. Directement, on va créer ce passage là. C'est le traitement de choix du hydrocéphalie triventriculaire. Donc ça, c'était les modalités du traitement chirurgical. Maintenant, on va voir les indications. On a des indications en urgence et des indications en dehors de toute urgence. En cas d'urgence, c'est l'indication des dérivations ventriculaires externes. On l'utilise lors des hydrocéphalies considérées comme transitoires ou bien les problèmes infectieux, les méningites. Lors des hémorragies susceptibles de boucher le système interne, il existe un seul inconvénient, comme je vous ai dit, c'est le risque infectieux. En cas de persistance de l'hydrocéphalie, les méthodes de dérivation interne sont envisagées en dehors de tout épisode infectieux. Donc, on va essayer de la dérivation externe. Si ça ne marche pas, c'est l'indication à une dérivation interne. On doit nécessiter de garder le patient. Et en dernière place, c'est la ventriculocysternostomie qui constitue une alternative dans nombreux cas de tumeurs qui vont comprimer le quatrième ventricule. Ça, c'était les indications d'urgence. Maintenant, en dehors des urgences, c'est la dérivation
ventriculo-péritonéal qui est le traitement de référence dans la plupart des hydrocéphalies, quel que soit aigu, subaigu plutôt ou chronique chez l'enfant ou bien chez l'adulte. Comme on a vu, la dérivation ventriculo-péritonéale, ça va dériver, on répète, ça va faire la dérivation du ventricule vers cette valve-là au niveau péritonéal. C'est la dérivation ventriculo-péritonéale. Elle est le traitement de choix en dehors des urgences. Maintenant, le dernier titre, c'est le suivi de l'hydrocéphalie. La surveillance clinique avec un scanner cérébral, elle nous permet de vérifier l'affaissement du cavité ventriculaire et le bon positionnement du cathéter ventriculaire et surtout utilisé comme examen de référence pour le suivi. Le pronostic fonctionnel dépend du bon fonctionnement de ce système de dérivation. Il permet très souvent aux patients de mener une vie qui est active sous une surveillance répétée. Donc, ces patients-là avec ces dérivations sont à suivre de façon répétée. Parfois, il existe des complications. Pourquoi? Pour ça, on a de la surveillance qui est régulière à vie. Donc, le suivi de ces patients-là, il est à vie. Vous devez noter ça. Les complications sont malheureusement infectieuses. Parfois, ce sont des hématomes sous-durales qui vont se former. Parfois, ce sont des complications mécaniques, le malfonctionnement de ces dérivations. Le vieillissement du matériel, on doit le prendre en charge. Parfois, il existe des ruptures des cathéters. Donc, c'est l'indication de la surveillance régulière et à vie, je répète. Notez ça bien. Parfois, il existe du dysfonctionnement des valves ou bien du dysfonctionnement de cette ventriculo-cysternocystomie. Donc, c'est le suivi. De nombreuses complications, malheureusement, peuvent survenir. Donc, le suivi est régulier chez ces patients-là. Ils peuvent vivre sa vie normale, mais avec une surveillance régulière, continue et entre parenthèses, à vie. Maintenant, la conclusion. Ça, c'était la fin de ce cours. Vous voyez que l'hydrocéphalie ou bien les hydrocéphalies sont diverses dans leur physiopathologie, leur étiologie, la traduction clinique, la prise en charge et même le pronostic. Ça diffère de façon énorme. Ça, c'était la fin du cours. Merci pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les prochains cours. Bon courage, mes chers confrères.